le berbère, c'est le colonialisme. Pourquoi ça? Parce qu'évidemment, c'est pour eux déstabilisant. C'est pour eux déstabilisant d'évoquer la dimension berbère en Algérie, parce qu'ils ont assis les fondements de leur idéologie, c'est que nous sommes un peuple arabe, musulman, autochtone, contre le colonialisme qui est étranger, chrétien et dominateur. Donc, voilà. Et si on parle de berbères, alors c'est quoi les berbères? Donc ça veut dire que c'est un peuple qui était là donc avant l'invasion arabe, et donc là, ça ne va plus. Je vous signale que Harbi, par exemple, m'a appris que Mohamed Chérif Sahli, dont on vient de parler, a été lui-même combattu pour berbérisme à cause du seul intitulé Yurorta. Pourtant, le message de Yurorta. Il a pourtant pris le soin d'arabiser le nom de Jugurta. Mais même ça, et puis quand on lit à la première page, il n'y a absolument aucune ambiguïté, même avant d'arriver à la première page du bouquin, le livre est dédié à Ben Badis. Donc les choses sont claires, même quand on ne veut pas lire le livre. Et bien, ça lui a valu de violentes critiques. À cause de. Parce qu'on lui a dit, ces histoires-là, de Jugurta, de Kaina, de Massinissa, il faut oublier tout ce qui est référence à cette dimension antérieure à l'islam, parce que ça les déstabilise. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de regarder cette dimension berbère pour ce qu'elle est, son aspect historique, etc. Donc il faut absolument exclure de manière très violente. Et il y a des diatribes dans le Bassaïr, le journal des Oulémas, signé par Bachir Ebrahimi, contre la langue kabyle, mais c'est quelque chose d'impensable. Et tout ça, encore une fois, parce que ça met en cause leur légitimité, et ils ont donc établi cette équation qui a eu, encore une fois, un succès tout à fait réel. Le problème d'ailleurs, ce n'était pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu un berbérisme, disons, une certaine berbérophilie chez les colonialistes, de la même manière qu'il y a eu une islamophilie. Chacun connaît Smaïl Urbain, qui était, voilà, qui approche de Napoléon III. À un moment donné, on voulait même faire venir des Arabes du Moyen-Orient pour arabiser certains espaces berbérophones dans la construction du royaume arabe. Vous voyez jusqu'où ça va. Mais tout ça, ça passe, parce que c'est au nom de l'islam, c'est au nom de l'arabe, c'est pas grave, et on ne fait pas cette équation-là. Des Bacharas qui vont faire leur prière avec des drapeaux, avec des burnous, c'est du turban bleu, blanc, rouge, viola. Mais tout ça, c'est pas grave. Hein. Et c'est vraiment l'idée berbère qui a été combattue. J'en veux pour preuve l'élément suivant. C'est que ce qui a été combattu avec le plus de violence, ce n'est pas cette berbérophilie pro-colonialiste. C'est au contraire justement ce roman La colline oubliée, où il est question quand même de militants nationalistes, soit dit en passant, en 1945 déjà, parce qu'il fait référence au maquis de Wali Benay. D'ailleurs, un des héros s'appelle Wali, même s'il a fait une espèce de synthèse entre Hamdoumari et Wali. Et ce sont ceux-là qui seront liquidés. C'était pas. Or, les gens qui ont défendu autour de l'AMH, l'idée berbère, c'était les éléments radicaux du mouvement national. Wali Benay a été le premier qui a acheté des armes pour le PPA. Donc on ne pouvait pas le soupçonner de sympathie pour le colonialisme. Mais il ne voulait pas de cette idée berbère, précisément dans une Algérie libérée qui allait remettre en cause l'hégémonie arabo-islamique. Voilà l'affaire. Et leur discours a été efficace et il a marché. Il a opéré absolument de manière incontestable. En tout cas à cette époque-là. Donc il a marché parce que, il me semble, mais là, bon, il y a concernant tu avais évoqué tout à l'heure le mouvement revivaliste musulman de la Narda, ce qu'on appelle le mouvement de la Narda, de l'Afrani, de Mohamed Abdou et bien d'autres. En fait, il y a une ambiguïté d'emblée parce qu'en fait, il surévalue la dimension religieuse. C'est la dimension religieuse qui est magnifiée, qui est surévaluée dans la définition de l'identité de tout cet espace réduit donc à l'arabité et à l'islam. Et par exemple, je vous cite un cas, parce que bon, souvent on parle de Mohamed Badis comme étant un réformateur, etc., ce qui est faux. Quand Tahar Haddad a publié son livre, mais excellent livre sur la femme dans la législation et dans nos sociétés. Tahar Haddad est un syndicaliste tunisien, il a écrit ce livre en 1930, ce qui lui a valu des critiques, mais très acerbes, encore plus acerbes, plus virulentes que le livre de Mamri. Il a écrit en 1920.
Dans ce livre-là, c'est ce livre le plus connu, il a écrit sur le syndicalisme, hein, etc. Ce livre, nos femmes dans la législation et dans nos sociétés. Il avait défendu l'idée de l'égalité des sexes. Il avait défendu l'abolition de la polygamie. Il avait défendu l'égalité des droits entre hommes et femmes. Les oulémas en Tunisie, la Zitouna, Abdelhamid Ben Beddi, son personne, l'avaient critiqué mais avec une violence mais terrible dans Ayoun Bazaïr, dans la revue de Ayoun Bazaïr. Il l'avait critiqué, donc cette idée de réforme est empreinte d'ambiguïté d'emblée. Il n'y avait pas de réforme au sens de Tarhadat pour l'égalité des sexes, pour le pluralisme, pour une laïcité, une séparation des deux ordres, etc. Donc on les appelait les réformateurs, la Nahda, le mouvement revivaliste musulman de Abdou, etc., alors qu'il n'a de revivaliste que le nom. Non, il y a une réforme. Il y a une réforme dans la mesure où ils étaient contre effectivement l'islam traditionnel. C'est vrai que les ulama combattaient le maraboutisme, en Kabylie en particulier. Ils faisaient vraiment une guerre sans merci comme ça. À propos de Ben Badis et de ses idées, alors là, sur ce plan-là, je crois que c'est dans le numéro 1 ou 2, j'ai pas lu, je dois dire personnellement ça, mais je livre l'information, je la tiens de Bachir Boumazar. Ben Badis défendait l'apartheid. Explicitement, pour reprendre un mot qui est à la mode en ce moment, il défendait l'apartheid, et c'est des militants du PPA qui ont dû le voir en disant arrête un peu tes conneries et revois ta copie. Mais ça a été publié, donc c'est dans le premier ou le deuxième numéro d'Al-Basaïr. Pourquoi? Parce que donc, il y avait une réforme dans ce sens-là. Il voulait un certain islam contre cet islam pratiqué. Et d'ailleurs, on a fait état, évidemment, la colline oubliée. C'était aussi une des raisons pour lesquelles il était attaqué. Parce que l'islam traditionnel dans la colline oubliée, voilà, il est tout à fait présent. Mais c'est là l'erreur. Parce qu'en fait, cet islam traditionnel a libéré le politique de son emprise. L'islam, quand Ben Bedi s'est parti en Kabylie pour leur dire les cierges que vous allumez dans les grottes, etc., ça c'est pas du tout l'islam, c'est ce qu'a fait Saint-Augustin au nom du christianisme. En montant dans les montagnes, il disait ça, c'est pas du christianisme. Allumer les cierges dans les grottes, ça n'a rien à voir avec le Christ. Ben Bedi l'a fait des siècles après. Disons c'est pas l'islam. Allumer les grottes, etc. Alors que l'islam traditionnel, travaillé par la tradition confrérique, un islam adapté au contexte maghrébin, où il y a des croyances, il y a des pratiques animistes. Et d'ailleurs, il y a une expression qui est dite en kabyle et qui illustre parfaitement les croyances, l'attachement aux croyances. On dit, mais c'est berbérisé, on dit en arabe, en kabyle, jmé al-iman. Jmé al-iman, ça veut dire en arabe, jmé al-iman. Jmé al-iman. Et jmé al-iman en arabe, ça veut dire au nom de toutes les croyances. C'est-à-dire qu'on tient à la judaïté, au christianisme et à l'islam. Donc la mémoire collective, enregistre un peu cela. Et cet islam traditionnel a libéré le politique de son emploi. Alors que l'islam des universités, moi j'avais des étudiants à l'Institut national des finances, quand j'aborde le contrat du mariage, je leur dis c'est un contrat, donc c'est un ensemble de droits et d'obligations. Alors les jeunes étudiants, il y avait un imam qui avait une barbe, me disait « Shirtu hallilu ma haramahullah » Monsieur, vous rendez licite ce que Dieu a décidé illicite. Alors que mon père ne dira jamais ça. Il ne peut pas élaborer ce type de discours. C'est une tradition orale, l'islam ça ne veut pas dire que l'islam traditionnel est à l'abri de toute objection. Non, il est critiquable par bien des aspects. Mais il a un mérite, c'est qu'il a libéré le politique de son emprise. Il ne s'intéresse pas à l'islam public, les gens ils font leur prière, et puis bon, voilà. Par contre, l'islam des universitaires, de l'imam al-Ghazali, de al-Qardawi, etc., c'est exactement cet islam-là qui est dangereux. C'est l'islam des universités qui est extrêmement dangereux parce qu'il refuse de libérer le politique de son emprise. Pardon, à propos de cet islam... Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, vous finissez votre phrase. Vas-y. Non, à propos de Jmé al-Iman, je voulais juste intervenir. Je me suis posé cette question et j'ai essayé de m'informer auprès... Alors, je ne suis pas un expert, hein, mais ce qu'on m'a dit, c'est Jmé al-Iman, c'est au nom de tous les croyants musulmans. Musulmans, et pas du tout les croyants, absolument. Donc il faut nuancer ça. Iman en arabe, c'est pas les croyants. Alors par contre, voilà l'image que donne l'islam qui est tout à fait réelle. Dans la colline oubliée, je ne vais pas parler du roman, j'ai fait comme ça, je vais quand même lire un peu quelques phrases du roman. Voilà. Il dit, à un moment donné, pendant la guerre, donc c'était en 1945,
43-44, c'était la misère, etc. Donc on a dit il faut supprimer le sacrifice rituel qui n'a rien de musulman parce que ça coûtait trop cher, etc. Et Mamri dit ça. Même Afo Taleb, récemment arrivé de l'université d'El Azhar, avait dit que c'était péché, le sacrifice, dans notre religion. Mais Dieu lui pardonne d'avoir émis ce blasphème, il est si jeune. Donc voilà comment la proposition de cet imam, de cette réforme, justement, à la bonne Badis, a été reçue, et c'est comme ça d'ailleurs. Moi, on m'a raconté plein d'autres anecdotes, et voilà ce qu'il dit, que dit Mamri aussi, en parlant d'un autre personnage, Ibrahim, qui était particulièrement malheureux et misérable dans le roman. Il dit, sur les conseils de sa mère, Ibrahim a appris à prier régulièrement, 5 fois par jour, le visage tourné vers la Mecque, il adressait au Dieu de bonté les paroles arabes d'une prière auxquelles il ne comprenait rien. C'est tout à fait vrai. Moi, ma mère et mon père ont prié toute leur vie, n'ont jamais rien compris à leur prière. Donc évidemment, ça a dû heurter tous ces aînés pour dire comment peut-on écrire des choses. Mais c'est la réalité de cet islam pratiqué. Voilà. Mais l'iman en arabe, ce n'est pas les musulmans, c'est les croyances. L'iman, c'est croire. Ah, pardon. Sinon, tu n'en finiras jamais. Alors moi, je voulais revenir d'abord sur deux éléments de contexte avant de revenir sur votre présentation des critiques de ce roman. Alors, il y a d'abord sur la question d'ethnographie. Effectivement, en Algérie, durant la colonisation, la chaire d'ethnographie était tenue par des professeurs racistes, hein, qui ont essayé de défendre la thèse qu'il y avait des berbères dolichocéphales avec vraiment des caractéristiques physiques différentes des Arabes. Et c'est ce qui fait la frilosité du gouvernement algérien après à maintenir cet enseignement d'ethnographie. Et d'ailleurs, Moulin Mamri va être anthropologue. Et donc, on va faire la nuance, on va évidemment être assez réticent par rapport à l'ethnographie du fait de cette expérience, mais ça n'empêche pas qu'on va travailler sur ces questions. Le deuxième élément de contexte, c'est, il me semble qu'au départ, les ulama étaient antinationalistes, et anti-indépendantistes, pardon. Et c'est après qu'ils vont revenir là-dessus. Au départ, ils vont dire, on n'a pas vu cette nation algérienne, on ne sait pas où elle existe, on est musulmans, d'accord, mais sans ça, rien. Moi, sur ce que vous avez dit, j'ai trouvé que c'était très peu nuancé, votre propos par rapport aux critiques du roman. Il y a eu d'autres romans ont été critiqués, hein, que ce soit le roman de Mouloud Faroun, le fils du pauvre, etc. Simplement, j'ai trouvé que les globaliser en disant qu'ils vont tous être au pouvoir après, pensant par exemple au cas de Bachir Hajjali qui va se retrouver dans les prisons de Boumediene et qui va être torturé, je trouve que c'est un peu aller vite en besogne. Il y a eu quand même des nuances dans les critiques. Je ne l'ai pas placé dans oui, les gens. Mais il a critiqué. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, mais tous, disons, n'ont pas été de cette voie-là. Il y a effectivement la tendance musulmane, islamisante et conservatrice qui a été dans cette voie-là, mais les autres critiques, que ce soit Sadr Hajas ou d'autres, ou Bachir Hajjali, etc., ont été très nuancées par rapport à ce roman. Je pense qu'il y a quand même une différence dans les critiques qu'il y a eu par rapport à ce roman et par rapport à cette et qu'il faut à mon avis, mettre en évidence. Voilà. Bon, c'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ces questions. Merci. Alors, je tiens à préciser, je dois m'être particulièrement mal exprimé, parce que c'est absolument pas ce que je pense. Je n'ai jamais mis Bachir Hajjali et Sadr Hajas avec du côté ils n'ont pas écrit dans le Jeune musulman. J'ai parlé, eux ont écrit dans la revue Progrès, j'ai même dit au contraire que voilà des communistes qui ont pris la défense de ce roman, même s'ils l'ont critiqué effectivement sur l'aspect des classes, etc. Parce que, non, vraiment, alors là pour le coup, voilà, en tout cas, j'espère l'avoir écrit de manière plus claire, mais je n'ai absolument, dans le livre, non, je ne mets absolument pas, du tout, en aucune façon, Bachir Hajjali et Sadr Hajas, je les oppose même. Sadr Hajas dit, ceux qui ont, j'ai cité en disant que sous le pseudo de Lafon, c'est Sadr Hajas, ceux qui attaquent l'anglais de régionalisme, comparaison, etc. Non, donc je suis, voilà,
Bon, désolé, j'ai été particulièrement maladroit, si vous avez compris ça, parce que j'ai voulu dire exactement le contraire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Voilà. Alors, quant à l'ethnographie, évidemment, l'ethnographie, il y a eu aussi, on a étudié l'arabe. Je vous signale que les cours dans le système colonial, la langue arabe a été enseignée dès 1833 par le système colonial. Il faudra attendre les années 80 pour voir un malheureux cours de berbère à l'école normale de Bouzaïa. Donc s'il faut dire tout ce qu'a fait le colonialisme, moi je veux bien. Il ne faut pas appliquer ça uniquement pour le berbère, c'est tout ce que je voulais dire. Il y avait un courant islamophile également du côté de ces ethnographes, et qui ont occupé des places éminentes. J'ai jamais dit que le colonialisme n'a pas essayé de manipuler l'identité berbère et tout ce que. J'ai simplement dit que ce n'est pas ce courant-là qui a été violemment attaqué, c'est au contraire le courant nationaliste. Et ce sont ceux-là qui ont été exécutés. Ouali Bennaï, Ammar Ould Hamouda, on aura du mal à faire passer. Farhad Ali n'a pas été exécuté. On lui a tiré dessus, mais lui n'a pas été exécuté. Tandis qu'Ali Bennaï et Mbarka et Tmenguillat, voilà, c'est les premiers militants et les militants les plus radicaux du PPA. Donc, je crois avoir été clair là-dessus. Donc, c'est pas du tout. Dernière question, Kamel, une toute petite. Oui, rapidement. Donc, merci M. Saadi pour votre exposé. Voilà, donc je voulais juste vous demander, est-ce que c'est tenant de cette idéologie arabo-musulmane à l'époque, ces islamo-conservateurs qui ont cassé le livre de M. Mamri, étaient issus du même courant de pensée que les frères musulmans nés en 1928 en Égypte, suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. Ils avaient besoin de recréer un nouveau califat, une nouvelle lumière, parce qu'ils se sentaient un petit peu dans le noir. Donc des tentatives ont été faites. 1924, la création de l'Arabie Saoudite, quelque chose comme ça. Et puis 1928, les frères musulmans. Est-ce que ce sont les mêmes c'est le même courant de pensée qui a prévalu en Algérie avec les ulama, etc. Et deuxième question sur le livre en lui-même. Quand on lit le livre et aussi quand on regarde aussi un petit peu le livre qui n'est qu'un résumé, mais quand même n'importe quel lecteur il verrait un livre peut-être visionnaire de la future guerre de libération, de cette colline oubliée qui aurait pu être une colline oubliée dans n'importe quel pays du monde sous le joug du colonialisme, avec cette misère terrible et surtout l'enrôlement de ces jeunes montagnards dans une guerre qui n'est pas la leur, hein, la guerre de la France contre l'Allemagne. On le voit très bien dans le film et on le lit très bien dans le livre. Donc c'est tout le contraire d'un livre anti-nationaliste, etc. Je veux dire, c'est un livre qui est franchement engagé, on le voit, sur la dénonciation du colonialisme, dans ce qu'il a d'avaler ces jeunes montagnards et les enrôler dans une guerre et partir comme de la viande, de la chair à canon pour une cause qui n'est pas la leur. Et à un moment dans le film, la fameuse, je crois que c'est la chanteuse Shrifat, je laisse informer, quand on parle de l'Allemagne qui vient d'être, d'Hitler qui vient d'envahir la France en juin 40, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait dit, comme une insulte en kabyle, la Dinématie Hitleragé, quelque chose comme ça. Donc il y a plein d'indices comme ça qui montrent que c'est un livre quand même qui dénonçait cette misère et cet enrôlement de ces montagnards dans une guerre qui n'est pas la leur. Donc voilà, s'il vous plaît, quel est votre sentiment là-dessus?